Est-ce que les micros sont bien? Je dois vous dire que là, du podium, on voit tous les éventails. Il y a une atmosphère très comme dans la Mancha, vous voyez. On se croirait, on est tout à fait déjà dans l'atmosphère. Voilà, j'ai préparé cette conférence. Jean-Michel en parlait hier à partir de la traduction de Aline Schulman et d'un petit livre que j'ai relu pour venir vous voir, qui est le Montaigne de Stefan Zweig. Et juste avant de démarrer, je voulais juste avoir une pensée pour... eh bien, dans le Quichotte, vous savez, il y a une histoire de traduction. Le Quichotte Cervantes, au chapitre 9 du tome 1, Cervantes présente le Quichotte non pas comme son livre, son invention, mais le livre d'un historien qu'il nomme Cide Ahmet Benengeli. Et donc, au cœur de cette histoire du Quichotte, il y a une histoire de traduction. Et ben voilà, cette année, il y a un... J'y pensais en fait surtout pour tout vous dire dans les rues de la Grâce en me promenant, parce qu'il y a parfois des cheveux un peu poivre et sel et frisés, j'en ai vu certains, et ces têtes poivre et sel et frisées m'ont fait penser à un ami cher qui est Bernard Hopfner, qui est un immense traducteur mort cette année et qui a une œuvre aventureuse de traduction. Il avait traduit L'anatomie de la mélancolie de Richard Burton, beaucoup de livres de Mark Twain. Et voilà, juste simplement avoir une pensée pour lui avant de démarrer. Donc cette lecture-conférence s'appelle « Accueillir l'aventure » et je vous précise, ce n'est pas comme il y a 20 ans une lecture du Quichotte, mais ma lecture du Quichotte depuis aujourd'hui. Ça doit vous rassurer parce que je crois que la lecture intégrale du Quichotte avait pris 20 heures, donc je vais essayer d'être un peu plus court. Il y a quelques mouches. Il va falloir que je me batte. Il y a de ces livres qui, simplement évoqués, vous rappellent à la joie. Et la joie, n'est-ce pas ce que nous cherchons? Je ne dis pas le bonheur, qui est présomptueux. Non, je parle de la joie. Cette joie que nous perdons, que nous avons perdue en partie dans le fragile et le tragique de la vie ou de l'histoire. Et de tous ces livres qui nous inspirent cette forme-là de soulèvement que l'on appelle autrement l'allégresse, de tous ces livres qui nous relèvent du grave, de la peine, il en est un qui se détache. C'est ce Don Quichotte vieux de 400 ans dont nous reprenons la lecture, pour nous demander comment il agit pour nous au début de ce siècle. Que peut Don Quichotte accomplir alors que nous sommes là protégés dans ce petit recoin de paix, tandis que là-bas, dans le vaste monde, il y a la guerre et l'exil infini? Que peut nous dire ce Don Quichotte maintenant et comment comprendre la joie qui nous vient à la simple idée d'en reprendre la lecture? Don Quichotte, avant même de nous transmettre son art de l'envoûtement, de cet envoûtement fictionnel qui est au cœur du livre, Don Quichotte réjouit. Son élan, sa folie qui double sans cesse le banal de vie villageoise et de forêt traversée nous relève. Tout son art de la transfiguration nous emporte. Pour nous autres qui subissons depuis combien d'années un réel si lourd, si lourdement défendu que l'on peine à le modifier, un réel monstrueusement désespérant, nous en venons à envier le Quichotte, à désirer apprendre à son école. Comment comprendre ce qui dans cette lecture nous anime? Par le Quichotte, nous apprenons ou réapprenons que c'est par l'esprit, l'esprit accueillant la rêverie, la vision, la magie de l'envoûtement, autant dire, par l'esprit déraisonnable, déraisonné, qu'à défaut de transformer le monde, nous pouvons le transfigurer, littéralement changer la figure pour qu'il nous apparaisse tout autre. Relire le Quichotte aujourd'hui, c'est s'engager sur cette voie, celle où nous mobilisons, nous accueillons ce pouvoir de transfiguration, celle où nous rêvons le monde pour le relever, en doublant tout ce qui nous est donné comme raisonnable, raisonné. Comprenez l'expertise, les discours doctes sur ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, en le doublant, en le prenant de vitesse par la dérive de l'esprit, la capacité de l'esprit à produire une fiction déraisonnable où la vie, où l'histoire redeviennent aventure. Ainsi, nous commençons à alléger, allégrer notre présent, notre présence dans les temps. Nous voyons s'éloigner le lourd, l'inerte. Nous apprenons à transfigurer ce qui est plutôt qu'à le subir. Par l'esprit déraisonnable, déraisonné, le dérangement fictionnel, nous nous relevons. Nous retrouvons des capacités de réplique, de duplique déviante des choses. Et c'est bien ce relèvement qui prépare à la joie, ce principe allégresse qui commence à se dessiner.
Le Quichotte est une puissance de transfiguration, la force subjective d'un esprit déraisonnable qui vient motiver une action, légitimer une existence et surtout semer le trouble sur les conditions d'acceptabilité de ce qui est. Trouble sur le genre qui serait un tout du genre, de tous les genres, de la vérité et du faux, du juste et de l'injuste, du réel et de l'irréel. Trouble sur les moulins qui seraient des géants et les géants des moulins. Trouble sur les auberges qui seraient des châteaux et les châteaux des auberges. Trouble sur Dulcinée qui serait une paysanne et la paysanne une princesse. Trouble sur les comédiens qui seraient non plus des personnages transformés, mais les rôles mêmes, coïncidents, à même la vie. Nous cherchons en relisant le Quichotte la source de cette trouble puissance, de cette puissance du trouble, de la joie qui nous prend en relisant. Nous cherchons ce qui fonde cette puissance de transfiguration de ce qui est. Je me lance donc avec toutes les mouches. Et je lis, page 10, tome 2, quand Cervantes écrit « Tu y trouveras la suite et fin des aventures du Don Quichotte. » Et je souligne ce mot « aventure » prenant date pour la suite. Je souligne ce mot tout en nous plaçant sur ce dernier tronçon, donc le tome 2, la suite et la fin, le temps où persiste l'envoûtement fictionnel, où l'ivresse fictionnelle du Quichotte continue à défaire ce qui est, en y semant le trouble. Ce dernier tronçon, le tome 2, qui se termine par la mort du Quichotte, lui qui aura emporté tout un monde dans sa déraison, faisant de la déraison même le moteur de l'action. Et cette mort, au bout du dernier tronçon, il nous faudra l'inspecter, pour voir à l'issue de cette histoire où nous en sommes, de la vérité, du mensonge, de la fiction et du vrai, et comment la fiction agit sur les choses. Mais n'allons pas trop vite. Revenons en arrière. Qu'en page 44 dans ce tome 2, Sancho parle à Thérèse Panza. « Laisse-moi t'expliquer, dit-il. Je suis content car j'ai décidé de retourner au service de mon maître, qui veut faire une troisième sortie à la recherche d'aventures. La troisième sortie, ou devrait-on dire, la troisième crise fictionnelle, qui porte notre Hidalgo à sortir de chez lui revêtu d'une armure bricolée de chevalier errant. Il faut souligner encore la présence de ce mot, le traqué, aventure. Page 57, quand la gouvernante qui est avec la nièce et le curé, de ceux qui veulent désenvoûter notre homme, lui faire passer ses crises. Quand la gouvernante, donc, s'inquiète de l'état de son maître auprès du bachelier Carrasco, je veux dire, cher monsieur, qu'il s'en va par la porte ouverte de sa folie, parce qu'il a l'intention de faire une autre sortie. Ce sera la troisième, pour courir le monde à la recherche de belles aventures. Encore ce mot, auquel nous nous sommes attachés. Et combien de fois, justement, il apparaît dans les deux tomes du Quichotte, et en quoi, en lui, il y a toute une manière d'appréhender le temps. La suite de la citation, celle de la gouvernante, je vous la lis, car elle est à elle seule un résumé de la vie de notre homme, le possédé. Je me demande bien pourquoi il repart à la recherche d'aventures, poursuit-elle. Lui qui, la première fois, nous est revenu coucher au travers d'un âne et moulu de coups de bâton. Et là, dans ce moulu de coups de bâton, voyez, par exemple, les soldats de la Grande Guerre, ceux qui ont vu pour la première fois finir le monde. Et la deuxième sortie, donc, poursuit la gouvernante, lorsqu'il est revenu sur un chariot à bœufs, enfermé dans une cage par un prétendu enchanteur. Et dans cette cage, dans cet enchanteur, voyez par exemple le communisme, cette grande flèche du temps qui a envoûté son monde. Et dans un tel état, poursuit la gouvernante, que sa mère elle-même ne l'aurait pas reconnu, maigre, jaune, les yeux enfoncés dans le crâne. Et là, ses yeux enfoncés dans le crâne, maigre et jaune, n'est-ce pas le visage au sortir des multiples déportations, le visage de nos survivances? Il m'en a coûté, finit par dire la gouvernante, plus de 600 œufs pour lui redonner un peu de couleur. Demandez à mes poules, elles vous diront si je mens. À nous, lecteurs du XXIe siècle, le Don Quichotte apparaît ainsi, moulu de coups de bâton, jaune, maigre, les yeux enfoncés, une espèce de corps véhiculaire qui ne cesse d'éprouver les douleurs de la chute, des chutes innombrables du siècle passé, des chutes en rafale. Mais surtout, il nous apparaît au fil des pages, à l'image d'un homme qui se relève, un homme qui est tombé et qui se relève, qui tombe
et se relève. Et ainsi jusqu'à ce que l'envoûtement qu'est toute vie, toute histoire, s'arrête. Retenons donc déjà ça, cette succession de chutes et de relèvements. Il y a quelque chose qui émeut dans ce cycle-là. Tomber, se relever, tomber encore, tomber mieux. Quelque chose qui nous sort des vieilles croyances, croyances selon lesquelles il y aurait quelque part une chute définitive, une fin terminale. En suivant ce mot aventure, c'est un Don Quichotte en Sisyphe qui apparaît, mais un Sisyphe qui a rompu avec le tragique, avec l'absurde et la punition. Un Sisyphe ni triste ni heureux, qui se relève par la fiction qu'il porte et projette sur tout ce qui l'entoure. Un Sisyphe ensorcelé et qui ensorcelle. Plutôt que d'aller contre la fatalité, contre la peine, la pierre, le poids de cette terre qui pèse, que l'on aimerait tourner, retourner, transformer, plutôt que de se hisser comme Sisyphe en punition, doubler tout ce qui est d'une strate de fiction, d'un récit pour que la vie reprenne des forces, des puissances, pour que le sort se renverse, que l'ensorcelé ensorcelle, et à l'intérieur de cette fiction déraisonnable, de cette vie déraisonnée, alors, transfigurer le monde, écrire une histoire. Don Quichotte, voyez, n'est pas un Sisyphe. Il est à l'inverse d'une figure tragique de la peine que l'on renverserait par la pensée en figure de l'absurde. Ce n'est pas une icône de la révolte ou du soulèvement, mais du relèvement. Et c'est le secret de ce relèvement que nous cherchons à percer. Le principe allégresse qui permet par le léger, par le vif, par l'allant, par la fiction, en réengageant la fiction à même le monde, de nous relever. C'est un point important. Un point, pourrait-on dire, de doctrine. Un instant où nous nous distinguons des mystiques du soulèvement, de ce qu'elles ont accumulé avec les années de mélancolie, d'ivresse, de défaite. Défaite enquistée dans l'idée seule de fin. Don Quichotte, c'est une école qui nous guérit des espoirs en une finale libération. Il nous aide à modifier, transfigurer, mais chemin faisant, en nous instruisant qu'il faudra chuter, et chuter encore, et nous relever, toujours. Enfin, laissons cela, laissons la doctrine. Lançons une nouvelle sonde dans le texte. Et voilà encore, page 96, tome 2, dans le dialogue entre le Quichotte et Sancho. « Sancho, dit le chevalier à la triste figure, voici venir une aventure. À la bonne heure. Et où est-elle donc, cette belle aventure? Où, Sancho? Tourne la tête, et tu verras. Étendu sur le sol, un chevalier errant qui ne m'a pas l'air des plus joyeux. Je l'ai vu se jeter au bas de son cheval et se coucher par terre en manifestant du chagrin. Et c'est alors que j'ai entendu résonner ses armes. Et c'est ça, réplique Sancho, que vous appelez une aventure. Cette récurrence du mot, son insistance, ont quelque chose de quasi incantatoire quand on y prête attention. Et là, particulièrement pour nous autres, quand la vie aventureuse répond au chagrin, quand l'aventure s'insinue justement au lieu de la tristesse. Le 21e siècle commence pour nous autres. Nous n'y avons que 17 ans. Et c'est jeune, 17 ans. C'est un âge où l'on apprend juste à connaître, à éprouver. Quand paraît le Quichotte, le 17e siècle aussi commence. Il a juste 5 ans, lorsque le premier tome est publié. Une dizaine d'années encore pour que le deuxième s'imprime. Quand paraît le Quichotte, le 17e siècle est là, juste débutant. Et le Quichotte est un livre des commencements. Un livre qui inaugure, relance, recommence à la fois. Il s'imprime en 2 fois, au début d'un siècle, qui ressemble étrangement au nôtre. Un siècle secoué par des guerres de partis, de religions, où l'on tremble, où l'on voudrait s'en remettre au pouvoir des États, tremblement et réaction. Au XVe et au XVIe siècle, le monde s'est ouvert, la carte s'étend pour les yeux d'Europe, des continents, des océans, des routes nouvelles. Les religions, c'est-à-dire les croyances, se sont cabrées, dressées contre ces infinis. Les pouvoirs absolus, le désir d'ordre, de conservation, les luttes religieuses semblent répondre par le refus aux vastes découvertes. Au début du XVIIe siècle, le nouveau monde cherche son imaginaire, il cherche ses croyances. Quant à l'ancien, il veut interdire, maintenir tout ce qui est, défendre ses rentes anciennes ou pire, retrouver des puretés hallucinées. Et Cervantes, lui,
par la voix d'un livre, porte témoignage de ces luttes de croyance. Dans le Quichotte, souvenez-vous, on brûle une bibliothèque. On s'y demande si ce temps du début ne serait pas celui de la fin. On s'y bat en chrétien, mais sous la plume, nous dit Cervantes, d'un historien mort, Sid Ahmed Ben Engeli, historien arabe, et c'est à Tolède, dans un fameux chapitre qui vaudrait à lui seul un livre, que tout commence. Le manuscrit est trouvé. Cervantes ne parvient pas à en déchiffrer le sens. Il demande à un traducteur, un interprète, là sur le marché. Qu'y a-t-il sur ces cahiers épars? Les aventures du Quichotte relatées donc par un historien arabe. C'est ça qu'il trouve sur le marché de Tolède. Comprenez, à l'origine de notre histoire, il y a dû traduire. Et pour produire une histoire, cette histoire lue et relue de génération en génération qui nous relie par-delà les nations, les pays, les croyances, il a fallu traduire. Mais revenons, pour l'heure, à notre mot, aventure, à cette croyance aventureuse qui sous-tend le Quichotte. Un contemporain de Cervantes à la fin du XVIe siècle, un certain Michel de Montaigne, pour se garder de la démence, des guerres de religion, des partis, se demande « Que sais-je » Cervantes, lui, à chaque page, se demande « Qui croire ?» À quelle croyance s'en remettre, puisque le vrai vacille? Je dirais là que nous avançons d'un pas. Les sondes que nous avons lancées dans le texte nous ont rapporté ce mot, aventure. Et ce mot, il va falloir comprendre comment il nous convoque. Quelle économie de la croyance, de l'envoûtement il dessine. Don Quichotte, nous le voyons maintenant, c'est l'histoire d'un homme qui tombe et qui se relève, mais ce qui le relève, le motif de ce relèvement, c'est bien cet esprit de déraison qui lui permet d'accueillir l'existence qui est donnée, en le transfigurant en une vie aventureuse. Voilà donc ce dont nous partons, d'une chute qui est un commencement, de ce siècle qui ressemble à bien des égards au siècle de Cervantes, inquiétude, peur et réaction, mais aussi ouverture, horizons infinis. Nous voulons comprendre alors l'art du relèvement, comment la vie sans cesse repart, comment l'histoire est relancée, comment la violence revient, comment le combat n'est jamais encore entre le réel et la croyance, mais entre les croyances. Dans le Quichotte, c'est la déraison, le déraisonnement qui ne cesse d'entretenir une bifurcation dans l'histoire entre ce qui est là et ce qui pourrait être là. Il y a en fait sans cesse qui s'opposent et s'entremêlent le monde selon les yeux du déraisonneur et le monde selon les yeux d'une raison donnée, ponctuelle, provisoire, une doxa, celle des proverbes de Sancho par exemple, que le déraisonneur défait au fil des pages. C'est au cours des aventures du déraisonneur, pourrait-on dire, que quelque chose d'étrange s'accomplit. La fiction gagne du terrain, c'est-à-dire qu'elle produit du matériel, du concret. Elle produit en fait le script, ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, qu'est-ce d'autre que ce qui fait foi et ce qui fait loi? En cela, le Quichotte est notre contemporain. Son habitation fictionnelle, appelez ça aussi croyance, envoûtement, son habitation fictionnelle annonce nos formes d'habitation, structurées, architecturées par des récits. Le Quichotte, c'est cette machine narrative d'extension du domaine de la fiction à même le monde. Une école non de la distinction, non du discernement, mais de l'indistinction, ce que nous appellerons une école du vertige. École où l'on apprend à se ressaisir et à se dessaisir sans cesse de l'idée de vérité, où la vérité est croyance et la croyance vraie, où les deux s'entrelacent en déployant une fiction qui produit de l'histoire, une fiction qui redécouvre son rôle, le rôle qu'elle a à jouer pour l'histoire. À chaque aventure, dans le Quichotte, nous sommes relancés par un esprit qui rêve ce qui a lieu, ce qui a eu lieu, ce qui pourrait avoir lieu. Et cet esprit qui relève l'existant nous met sur la voie de l'allégresse, sur la voie d'une légèreté possible dans le grave de l'histoire, contre le lourd de la vie. Il y a quelque chose dans cette vie du Quichotte qui veut croire, qui s'obstine à croire, qui par la croyance dans sa propre fiction transfigure ce qui est, donne un sens déviant, produit une bifurcation jusqu'aux dernières pages, et nous y viendrons, à l'issue de cette relecture à la fin du livre, quand la capacité d'envoûtement du Quichotte s'épuise, quand la machine fictionnelle s'enraye. Que se passe-t-il alors?
quand la croyance se dissipe, quand la mort s'ensuit. Mais poursuivons. Nous voulons saisir ce qui est le propre de ce temps aventureux, ce que nous appellerons ici le temps picaresque, car c'est, je crois, collectivement ce que nous avons à chercher, un principe allégresse qui aide à se relever, un autre rapport au temps, après que la silhouette de l'homme qui tombe ait imprimé sa marque. Comment le temps picaresque contredit le temps tragique des chutes, des effondrements. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, nous aurons beaucoup entendu ce grand mot de survivance, et nous sommes bien sûr les enfants de ces survivances. Nous emportons l'héritage, la mémoire, les spectres, mais l'effroi de la survie a conduit à la contemplation répétitive, anthologique, des conditions de cette survie, et nous ne parvenons plus à nous en défaire, c'est-à-dire à retrouver parmi ces survivances les conditions mêmes du vivre, non plus seulement recenser les formes de la survie, mais véritablement revivre. Nous retrouvons là notre question. Comment retrouver l'allégresse et comment serait-elle cette allégresse, cette capacité à nous relever déraisonnablement, reliée à notre capacité d'accueillir l'aventure? Depuis cette époque des survivances, le tragique s'est installé. Il a fait son nid. Il est devenu le temps standard, un tragique stationnaire. Un temps, autrement dit, qui se lie sans cesse par sa fin. C'est là le propre du tragique, une hantise de la fin qui porte l'esprit à ne considérer ce qui a lieu que du point de vue de ce qui va inexorablement finir. Or, si nous sommes quichotiens, c'est sans doute en cela que nous sommes dressés sans cesse contre l'inexorable. Nous sommes les ennemis obstinés et toujours vaincus de l'inexorable. Nous pensons ici à notre personnage, celui qui s'engage pour la suite, pour qu'il y ait des histoires après la fin de l'histoire de la chevalerie errante. Et nous repensons ici à quelques éléments qui entourent le roman. Cervantes, ancien combattant, blessé à l'épante, dont la vie se déploie dans le siècle qui suit la date de 1492, date à laquelle l'univers connu se rouvre, quand l'Espagne expulse ses juifs, les convertit, les torture, les brûle, et expulse les morts, ses arabes. Croyance donc, combat de croyance, pour refuser ou accepter les conditions nouvelles du monde. Et dans ce combat, le rôle que joue la fiction, afin de substituer au savoir fermé, clos, des imaginaires déraisonnables. Ainsi, ceux qui disent « la chevalerie errante, c'est fini », et ceux qui croient déraisonnablement que tout se poursuit. On pourrait lire ainsi la vie du Quichotte. Quelque part, dans la région de la Manche, un étrange hidalgo qui approchait de la cinquantaine se mit en tête à lui seul de relancer l'histoire. Serait-ce pour nous à l'équivalent une façon de nous relever du siècle, de toutes nos chutes, des croyances obstinées dans les récits de finitude? Pendant une séquence temporelle assez longue, que nous la fassions débuter par la Grande Guerre ou que nous pensions à Auschwitz, Hiroshima ou le Goulag, nous avons été cernés par des formes plus ou moins sophistiquées de finitude. Fin de l'homme, fin de l'art, fin de l'histoire. Cette insistance de la finitude est devenue une habitude, une coutume, un pli de l'esprit. Elle coïncide avec des images récurrentes de chutes, d'effondrements, de ruines et ne tolère à la marge que des récits héroïques de survivance ou de soulèvement. Ce temps-là, à sa manière, se poursuit. Que ce soit les prévisions apocalyptiques, l'envoûtement engouement par et pour la catastrophe, le flux bégayant des crises, que ce soit la mémoire traumatique du siècle laquelle nous poursuit en archives, une grande majorité de nos récits demeure encore et toujours tendue par la fin. C'est ça, le tragique stationnaire. Au contraire de ce temps standard, où la destruction et la survivance sont comme deux pôles, le Quichotte, machine narrative aventureuse, nous offre une autre façon de concevoir les temps. Là où le tragique stationnaire fait la somme de tout ce qui désespère, tout ce dont nous ne nous relèverons pas, le Quichotte, lui, accumule les histoires où l'on se relève. Ce temps picaresque invite à embrasser dans un même mouvement ce qui chute et ce qui se relève. Un temps qui ne présage pas de ce qui va advenir, qui se représente ce qui vient, non comme un déroulé prédéterminé par des calculs, des statistiques, des prévisions présages. Au contraire du tragique stationnaire, temps grave où la catastrophe tient lieu d'horizon, le temps picaresque est un chemin ouvert. N'est-ce pas d'ailleurs littéralement le paysage narratif du Quichotte, ce chemin ouvert? Ce que décrit Cervantes, ou si l'on suit la fiction, l'historien Sid Ahmed Benengeli,
Ce que l'on voit dans le roman, c'est un homme qui s'en va par les chemins. Et c'est chemin faisant que s'écrit l'histoire. C'est par ce chemin aux bifurcations multiples, aux aventures toujours potentiellement là, que le narrateur maintient sans cesse l'ouvert du devenir. Quand par ailleurs, tout se referme, quand dans son siècle les pouvoirs font clôture, quand les États s'absolutisent, quand l'état de sécurité et la peur sont partout, et l'inquiétude grandit. Don Quichotte, lui, va par les chemins. Il ouvre par la déraison fictionnelle d'autres significations. Possédé qu'il est par les récits de chevalerie, il croit déraisonnablement des transfigurations, des envoûtements qui ne cessent de faire vaciller des croyances certaines, établies. Pour nous qui cherchons à changer notre relation au temps, à sortir de l'obsession des fins, voilà la manière dont le temps picaresque s'invente, page après page. Le temps picaresque extirpe de nos corps l'hypothèse de la fin. Il nous désencastre des certitudes de l'extinction. Nous avons titré cette intervention « Accueillir l'aventure ». Et accueillir, voyez, ce n'est même pas cueillir. Ce n'est même pas avoir l'intention de quelque chose. C'est d'abord être là, sans scénario préétabli, sans drame préconçu, dans l'ouvert qui s'offre à ce qui survient ou qui pourrait survenir. Et c'est cela, ce geste de grande ouverture que nous puisons dans le Quichotte, comme notre personnage qui va par les chemins, comme il se rend disponible à ce qui apparaît, comme il transfigure ce qui est chemin faisant. Que serions-nous donc au début de ce siècle si nous lâchions nos vieux récits déjà dramatisés pour nous rendre à la vie aventureuse? Inventerions-nous une autre langue? Nous viendrait-il d'autres gestes? Serions-nous plus allègres? Le temps picaresque nous apprend à accueillir ce qui sous nos yeux à la fois se ruine et se relève. Il permet par l'attention à ce double mouvement de réintroduire de l'infini dans un monde envoûté par ses fins. Il lit l'histoire à venir comme étant le fruit d'une lutte, d'une joute entre diverses formes de croyances, une fiction contre une autre. Voilà le cœur du roman. Non pas l'imitation, comme le disait René Girard, et cette curieuse économie de la transcendance qui nous sauverait de la violence. Au cœur du Quichotte, il y a une économie fictionnelle qui mobilise nos propres capacités à produire du récit, à doubler le monde de fiction déraisonnable pour le transfigurer. Au fond, nous pourrions dire, nous autres habitants du XXIe siècle, nous avons vu tant de fois finir le monde que nous n'y croyons plus. Le système de croyance lié à la fin du monde n'opère plus, ou du moins il serait souhaitable que son pouvoir s'épuise, afin que dans cette chute de la croyance en la fin se réveille une autre, une croyance aventureuse, c'est-à-dire une foi dans l'imprévisible de ce qui pourrait advenir, une foi ouverte à des régimes de fiction qui permettent de bifurquer et de se relever. Mais encore, il faut se demander comment la fiction, un certain envoûtement, peut relever ce qui se présente et redonner à nos vies de l'allégresse. Le Don Quichotte, le personnage, apparaît au début du XVIIe siècle comme le premier homme fictionnel, c'est-à-dire un corps et un esprit possédés par la fiction, soumis à l'envoûtement, et qui, à la cinquantaine, décide de projeter sa bibliothèque à même le monde. C'est en cela que nous lui ressemblons. À l'heure des troubles sur le vrai, où des multiples formes d'encodage du réel mobilisent nos esprits et nos sensations, le Quichotte nous aide. Nous sommes comme lui ballottés entre des flux narratifs, pétris par des machines fictionnelles de plus en plus complexes, et à l'intérieur de cette ingénierie, nous oscillons entre le vrai et le faux, entre les croyances qui forgent le vrai. Il y a autour de nous des fictions majeures et des fictions mineures, des fictions bruyantes et d'autres silencieuses. Il y a des récits matraquants et des récits déviants. Partout, la fiction répond à la fiction et ce que nous appelons le réel n'apparaît plus que comme ce fragile point d'équilibre, quasi géologique, entre ces strates de récits qui, comme des sédiments, se mêlent les uns aux autres et s'empilent, année après année. Nous sommes, à l'image du Quichotte, des habitants fictionnels, des corps et histoires qui se heurtent sans cesse à la verticalité de la vie. Et c'est en cela que nous sommes encore, une fois, 1000 fois quichotiens. Alors que je réfléchissais à la forme que prendrait cette lecture, je lisais en parallèle, je vous l'ai dit, le Montaigne de Zweig, me demandant comment on pourrait définir cette habitation fictionnelle. Alors je me lance et je dirais l'habitation fictionnelle, simplement,
ce serait la persistance des fictions dans la vie vécue, la manière dont ces fictions construisent nos demeures et déterminent nos manières d'habiter, c'est-à-dire autrement, la relation que nous avons au monde. Don Quichotte est ce personnage emblématique de l'habitation fictionnelle, en ce que ses lectures, sa bibliothèque, ont pris possession de lui, si bien que tout ce qui lui arrive est aussitôt couvert d'un voile narratif. Voilà la source chez lui d'une transfiguration de ce qui est. Cette habitation fictionnelle, c'est ce que je comprends comme notre condition, le propre de nos vies depuis que nous avons le langage, l'écriture, depuis que la silhouette humaine s'est détachée des autres formes de vie. Nous sommes des histoires. Nous vivons selon des régimes multiples d'histoires que nous nous racontons. Et là, il faut juste prendre la mesure de cette chose-là, que l'habitation fictionnelle n'est pas seulement souhaitable, que c'est une forme de vie paradoxale. D'un côté, elle peut nous porter à nier ce qui est, et c'est alors toute une machine à détruire la vie, dont nous devenons les agents. On aurait dit, dans un vocabulaire ancien, l'idéologie. D'un autre, elle nous permet par des histoires de transfigurer ce qui est, faisant-nous de puissants sorciers. Il y a là, je crois, toute l'ambiguïté de nos vies dans les histoires. Dans un sens, une machine à détruire ce qui est là, au nom de nos récits, de nos croyances, et dans l'autre, ce formidable pouvoir de nous dresser verticalement contre la désespérante fatalité de ce qui est. Le Quichotte est à cette croisée-là. Mais je disais donc que parallèlement à cette relecture, je lisais le Montaigne de Zweig. Et la raison de cette lecture est simple. Nous avons là deux géants, Montaigne, Cervantes, contemporains l'un de l'autre. L'un se demande « que sais-je » et l'autre « que croire ». Deux figures ballottées par l'histoire qui font face l'un et l'autre au tragique. Montaigne et les guerres de religion, les morts de la peste qui atteint Bordeaux, les massacres de la Saint-Barthélemy, Cervantes et les pentes, la bataille d'Ombrodel fera l'un des symboles du temps long, de ces grandes nappes de l'histoire qui débordent nos vies agitées. Nous avons ces deux géants, et avec eux deux formes de vie face au tragique. Je vous lis. En sa 38e année, écrit Zweig, Montaigne se retire. Il ne veut plus servir personne d'autre que lui-même. Il est là de la politique, de la vie publique et des affaires, et pour se couper en quelque sorte tout chemin de retour au monde, il fait graver cette inscription latine au mur de sa bibliothèque. À l'âge de 38 ans, la veille des calendes de mars, anniversaire de sa naissance, Michel de Montaigne, dégoûté depuis longtemps de l'esclavage de la cour et des charges publiques, se sentant encore en pleine vigueur, vint se reposer sur le sein des doctes vierges, dans le calme et la sécurité. Il y franchira les jours qui lui restent à vivre, espérant que le destin lui permettra d'activer la construction de cette habitation. Voilà ce mot maintenant qui nous intéresse après ce mot d'aventure. Comment habiter? Comment habite Montaigne à l'intérieur de sa bibliothèque? Et le Quichotte, quelle forme prend chez lui cette habitation? Au cœur des essais de Zweig a raison de nous le rappeler. Il y a une retrouvaille avec un point d'équilibre, stable, de paix, dans l'inquiétude des choses. Un lieu où le mouvement de l'écriture permet de sortir, de se sortir, du vacillement du dehors, des combats de croyances, des massacres. Il y a quelque chose de chinois chez Montaigne. Un voyage intérieur pour découvrir, je ne sais pas si vous êtes informé de cette notion de chi, vous voyez, ce point d'énergie de la vie singulière pour répondre à la déportation tumultueuse de l'histoire. La bibliothèque chez Montaigne est ce lieu de paix, et il y retrouve sa raison, sa maison. Montaigne meurt avec le siècle, celui au cours duquel le monde s'est ouvert. Il laisse une méthode pour ne pas déraisonner, pour maintenir un centre dans un monde en déséquilibre. Cervantes, moins de 15 ans après la mort de Montaigne, commence lui à publier Don Quichotte, portrait d'un monde sans cesse dérangé, produit par la déraison et par la croyance. La bibliothèque, dans le Quichotte, lorsqu'elle apparaît, est la matrice de ce dérangement, de cette déraison. D'ailleurs, vous vous souvenez, le curé et la gouvernante n'ont qu'une idée en tête, c'est de trier la bibliothèque et de brûler les livres qui ont rendu le Quichotte fou. Deux positions donc, qui a priori s'opposent, où le livre est refuge, et c'est Montaigne, où le livre est envoûtement, et c'est Cervantes. Et tout le Quichotte peut, à bien des égards, être lu comme une projection de la bibliothèque, l'habitation fictionnelle, à même le monde.
Et je cite les histoires d'Amadis de Gaulle, tous les romans de chevalerie que le Quichotte a lus. C'est bien cette bibliothèque si opposée à celle de Montaigne qui devient un écosystème, un environnement narratif. Ici, pensons à nous autres, happés par des séries, des films et à égalité des nouvelles, le récit dramatique, dramatisé de l'actualité. Nous sommes à l'image du Quichotte, les habitants de cet écosystème. Nos bibliothèques se présentent encore à nous comme des refuges, des hors-mondes. Mais la bibliothèque intégrale des films, des médias, des flux de récits et de savoir pointe vers une immersion plus grande. Cette grande bibliothèque, étendue à l'échelle du monde, double les lieux, les temps, d'histoire à l'intérieur desquels nous vivons. Aussi, à la différence du cabinet refuge de Montaigne, Cervantes annonce cette écologie narrative, une écologie des histoires où l'on demeure. Mais s'il faut les regarder ensemble, ces deux géants, c'est, je crois, qu'il nous offre deux axes pour nous repérer. Comme il y a le temps du tragique stationnaire, mélancoliquement arrimé au mystique du soulèvement, auquel répond le picaresque, la vie aventureuse et l'allègre du relèvement, il y a ici une abscisse et une ordonnée qui nous posent dans les temps. À l'horizontale, l'idéal de la retraite, de l'unité retrouvée contre la dispersion. À la verticale, la perte déraisonnable, déraisonnée où l'esprit se jette chemin faisant, au hasard. Tantôt à la manière de Montaigne, et c'est la paix, un rempart de représentation entre nous et les choses où l'on croit que l'art, le texte, les livres, les films sont des filtres de la brutalité et de la violence. Tantôt à la manière de Cervantes, des fictions à même le monde, où se brouille la frontière entre le réel et l'irréel, entre l'art et la vie. À quel endroit de nos retrouvailles ou de nos errances, la demeure séparée de Montaigne ou inséparée du Quichotte, sommes-nous les plus allègres? La joie est-elle du côté de la retraite, de cette sérénité retrouvée au château de Montaigne ou sur les chemins pierreux de la Manche? Et à quoi bon reconstruire une intériorité ou trouver un refuge, si ce n'est pour nous reprojeter et reprojeter nos forces plus tard dans le flux aventureux de l'histoire? Il y a, je crois, une façon de réconcilier les pôles, une manière de voir un Montaigne quichotien et un Quichotte à la lumière de Montaigne. Le Quichotte en Montaigne, nous le voyons aisément si nous portons notre attention sur la vie entre les sorties. Que fait-il le chevalier errant entre ces crises? Reste-t-il chez lui? Reconstitue-t-il sa bibliothèque détruite et brûlée par ceux qui voulaient le sauver de la folie? Si nous répondons à ces questions, nous aurions le portrait d'un Quichotte en sa demeure, remis de ses folles aventures, peut-être aussi retrouvant la raison. Quant à notre Montaigne quichotien, on le trouve dans le petit livre de Zweig, et je vous lis un extrait tant je trouve qu'il nous parle. Page 95. Lorsqu'en 1570, dans la 38e année de sa vie, Montaigne se retire, il croit avoir donné à sa vie son achèvement définitif. Mais maintenant, poursuit Zweig, est venue l'année 1580. Pendant 10 ans, il est resté dans sa tour, coupé du monde, et il a cru qu'il finirait ainsi. Mais à présent, il reconnaît son erreur, ou bien plutôt ses erreurs, et Montaigne est toujours homme à reconnaître ses erreurs. Maintenant, il a 48 ans, et il constate avec surprise que ses sens ne sont pas affaiblis, mais au contraire plus clairs, sa pensée plus lumineuse, son âme plus sereine, plus avide, plus impatiente. Toutes ces raisons qui, après un temps de réclusion, réveillent en lui une humeur vagabonde. Le 22 juin 1580, il part pour un voyage qui l'éloignera pendant plus de 2 ans de sa femme, de sa tour, de sa patrie, de son travail. C'est un voyage sans but, un voyage pour l'amour du voyage. Par les chemins, donc. Voilà notre Montaigne, sortie de son refuge, qui à un âge bien proche de ce qui nous en est dit de celui du Quichotte, part à l'aventure. Avec Montaigne, nous avons retrouvé le centre. Nous savons par la méditation retrouver l'équilibre. Nous pouvons nous réfugier dans une petite bulle où tout s'apaise, où les représentations, les textes, les fictions forment un filtre entre nous et les choses. Mais nous entendons comme le possédé de la Manche, et comme Montaigne en sa 48e année, quelque chose qui nous appelle, qui est le dérangement même. Appelons ça l'histoire ou la violence, ou le soin des choses détruites. Appelons ça le déraisonnement, la vie aventureuse. Quand nous sommes saisis par cette humeur vagabonde, alors
c'est que nous sommes appelés par le temps picaresque. L'impuissance que nous ressentions qui avait conduit Montaigne à la retraite décline. Le désespoir tragique de la fin, de la chevalerie errante, n'est plus acceptable. Il faut prendre le risque de réengager nos bibliothèques dans le monde. Et c'est alors que se produit la tension nouvelle entre des savoirs, des fictions, qui, elles, prennent le risque de la matière, qui s'engagent dans un combat avec ce qui est donné. Mais qu'advient-il à la fin, lorsque nous aurons choisi la vie déraisonnable? Qu'advient-il de notre confort, de notre tranquillité, de nos peurs, lorsque nous nous serons rendus au picaresque des temps? Je voudrais ici vous donner ma lecture des dernières pages du Quichotte, celle où le possédé meurt. Cette lecture du dernier chapitre qui pourrait, à dire vrai, invalider toute notre éloge de la vie aventureuse et des habitations fictionnelles. Relisant ce dernier chapitre, je vois que Cervantes, Benengeli, Don Quichotte lui-même, tous condamnent l'errance déraisonnable. Tous condamnent l'envoûtement qui a produit l'aventure. « Oui, ma nièce, s'exclame le Quichotte, ma raison est à nouveau libre et claire, dégagée des ombres épaisses de l'ignorance dont j'étais enveloppé pour avoir trop lu de ces exécrables romans de chevalerie. Et lorsque Samson Carrasco, le bachelier, et Nicolas, le maître barbier, entrent, félicitez-moi, mes bons messieurs, car je ne suis plus Don Quichotte de la Manche, mais Alonso Quijano. Toutes ces histoires de la chevalerie errante me sont devenues odieuses. Je reconnais ma folie. Ainsi donc, il faudrait en passer par ce cycle-là, le cycle du désenvoûtement et des regrets, contredire entièrement tout ce que nous venons d'accueillir, l'aventure au lieu de la fin, l'art du relèvement au lieu de la mystique du soulèvement, la capacité de jeter le trouble sur ce qui est. Tout ça, il faudrait le jeter et ne lire le Quichotte que comme une fable morale, nous disant de ne pas projeter nos bibliothèques à même le monde, mais d'y demeurer sagement. Il semble qu'une telle lecture oublie le principal. La malice de Cervantes, ce qu'il nous dit au fil de toutes les pages, c'est qu'il n'y a pas de dehors à la croyance, pas d'issue hors des envoûtements. La vie est histoire, elle est projection en histoire. Et ce que nous prenons collectivement pour réel est le fruit d'une joute sans cesse à reprendre, un combat d'histoire. D'ailleurs, les dernières pages portent encore la trace de cette ambiguïté. Est-ce le Quichotte qui meurt ou le sieur Quijano, celui qui a décidé de se prendre pour un chevalier errant? Cervantes écrit « La dernière heure de Don Quichotte arriva, après qu'il reçut les derniers sacrements. » Puis un peu plus loin, c'est ainsi qu'au milieu des lamentations et des pleurs de tous ceux qui l'entouraient, notre héros rendit l'âme. Don Quichotte était mort. Voilà l'hommage que le réel rend au songe et la raison au déraisonneur. Ce n'est pas Alonso Quijano qui meurt, mais bien lui, le Quichotte, qui désormais fait un avec la vie. Au moment de mourir, le voilà réuni, relié, car à la fin, qui se souviendrait d'Alonso Quijano le bon, s'il ne s'était laissé aller à son rêve? Et si notre question, c'est l'agir, le rêver puis l'agir, qu'aurait-il, lui, dans son rêve, sans son rêve, accompli? Merci.